quel est le point commun entre Nosferatu, Vladislav de Vampire en toute intimité, Lestat de Entretien avec un vampire, et Alucard du manga du même nom? Ils ont tous la même source d'inspiration réelle. Et ce n'est pas le comte Dracula, mais plutôt Petar Blagojevich, un simple paysan serbe du XVIIIe siècle. Tout a commencé quand, après sa mort, son corps s'est décomposé d'une manière inhabituelle. Petar Blagojevich, le revenant qui a tout déclenché. Aujourd'hui, les vampires sont l'un des personnages mythiques les plus populaires de la pop culture. De grands films continuent de sortir, comme Renfield avec Nicolas Cage en 2023, et un remake de Nosferatu avec Willem Dafoe en 2024. Nosferatu est un cas unique, un film en noir et blanc datant d'un siècle qui reste intéressant pour le public moderne. Au total, plus de 270 films ont été réalisés sur le seul personnage de Dracula. Mais à l'origine, les vampires n'étaient France qu'une légende locale chez les slaves de l'Est et les peuples des Balkans. L'intérêt international pour ce phénomène a été suscité par le cas de Petar Blagojevich. Dans sa jeunesse, Blagojevich était un hajduk, un rebelle luttant contre le pouvoir ottoman, mais il s'est ensuite retiré pour devenir un simple fermier dans un village serbe. En 1725, Blagojevich meurt, et des choses étranges commencent à se produire dans le village. Bientôt, 9 de ses voisins décèdent, et tous rapportent avant leur mort que le défunt Petar leur est apparu, s'est allongé sur leur poitrine et les a étouffés. Les autres villageois étaient si terrifiés qu'ils voulaient abandonner le village et fuir. Quelques années plus tôt, la Serbie était passée du contrôle ottoman à celui des Habsbourg et la région était sous une surveillance spéciale. L'officier militaire autrichien Ernst Frombald fut envoyé à Kisilievo. Avec le prêtre local, il fut chargé de procéder à l'exhumation officielle du corps de Blagojevich. L'exhumation révéla une vision d'horreur. Les joues de Petar étaient vermeilles, son corps plus plein que de son vivant. Des crocs sortèrent de sa bouche, et ses ongles et ses cheveux avaient poussé. Frombald écrivit « J'ai vu dans sa bouche du sang frais que, selon l'observation générale, il avait sucé sur les personnes qu'il avait tuées. Le cœur du vampire fut transpercé d'un pieu, après quoi il poussa un soupir. Le rapport médico-légal indiquait, des oreilles et de la bouche du vampire, non seulement beaucoup de sang frais a coulé, mais d'autres signes étranges se sont produits, que par grand respect j'omets. Cela faisait probablement référence à une érection, que le prêtre du village et l'émissaire impérial ont observé sur le cadavre. Aujourd'hui, nous savons que les signes de décomposition dépendent de son stade et des conditions météorologiques. Un corps gonflé peut paraître plus plein. Les gaz peuvent faire remonter le sang sous la peau, lui donnant une couleur rosée et saine, et ces mêmes gaz peuvent produire des sons lorsque le corps est perforé, surtout si l'air s'échappe par les voies respiratoires. Mais à l'époque, les gens l'ignoraient, et les détails de l'événement correspondaient bien aux légendes locales sur les vampires. C'est à ce moment-là que Frombald entendit le mot upire de la bouche des villageois, mais il l'a déformé dans son rapport, le transformant en vampire. Son rapport a été publié dans un grand journal autrichien et a fait sensation. Une histoire exotique venue des terres nouvellement conquises, le pasteur luthérien Michael Rampft a écrit un traité au titre intrigant de la mastication des morts dans leurs tombes. Ces idées furent reprises par le théologien français Augustin Calmet, et l'œuvre de Calmet fut ensuite débattue par nul autre que Voltaire. En Serbie, tout cela a déclenché une hystérie vampirique. Les villageois ont commencé à exhumer en masse les tombes de leurs concitoyens à la recherche de vampires. L'administration impériale a dû intervenir d'urgence. La situation devint si grave que l'impératrice Marie-Thérèse envoya son médecin personnel pour enquêter, qui conclut que les vampires n'existaient là pas. L'impératrice a alors promulgué une loi interdisant l'exhumation des tombes, mettant fin à l'hystérie. Mais à ce moment-là, le vampire faisait déjà partie de la culture pan-européenne, une question politique, un personnage de livre et un sujet de débat philosophique. Des créatures démoniaques buveuses de sang
existe dans le folklore depuis que la civilisation existe. Les Sumériens appelaient de tels êtres Utukku et Edimu. Les Assyriens croyaient en la démone Lilith, qui séduisait les jeunes hommes et buvait leur sang. Les Arabes croyaient que les ghouls vivaient dans les tombes abandonnées, les ruines et les cimetières, des mangeuses de cadavres dont la soif de sang est mentionnée dans les contes des 1001 nuits. Les Grecs anciens croyaient que la déesse de la nuit et de la sorcellerie, Hécate, avait 2 suceurs de sang dans sa suite. La première était la démone Ampousa, avec des pattes d'âne qui buvaient le sang des hommes endormis. La seconde était Mormont, qui buvait le sang des enfants désobéissants. La croyance en elle persiste encore aujourd'hui. Les Romains craignaient le démon Strix, semblable à un oiseau, qui ressemblait à une chouette et se nourrissait de chair et de sang humain. Les vampires apparaissent également dans le folklore des Aztèques, des Chinois, des Irlandais et de bien d'autres peuples. Mais le vampire moderne trouve son origine spécifiquement dans les légendes slaves. Les habitants des Balkans, du sud de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine croyaient que la terre pouvait tout simplement rejeter certains morts. On les appelait les morts impurs. Cette catégorie incluait les suicidés, les criminels, les non-baptisés, ainsi que ceux qui avaient connu une mort atroce. Par exemple, les personnes mortes de froid dans les bois ou sur la route. Ces corps étaient enterrés au carrefour, aux lisières des champs, essentiellement dans des lieux intermédiaires, en dehors du cimetière. Les sorciers décédés étaient également considérés comme des morts impurs. Après la mort, ils pouvaient se relever de leur tombe pour boire le sang de leurs voisins. De plus, on croyait que les vampires provoquaient des calamités, en particulier la grêle et la sécheresse, la mort du bétail et diverses maladies. Cependant, Bram Stoker, le créateur de Dracula, s'est basé non pas sur le folklore slave, mais sur le folklore roumain. Comme il le dit lui-même dans Dracula, toutes les superstitions connues dans le monde sont rassemblées dans le fer à cheval des Carpates, comme si c'était le centre d'une sorte de tourbillon imaginaire. En effet, les vampires roumains sont fascinants. Il en existe de nombreux types, mais les 2 principaux sont le strigoi et la striga. Un strigoi est un vampire vivant, celui avec lequel on naît. Il peut s'agir de l'enfant d'un inceste ou d'un enfant conçu pendant les grandes fêtes religieuses. On croyait que si une femme sortait la nuit, pendant sa grossesse, la tête découverte, ou buvait de l'eau souillée, son enfant deviendrait un strigoi. Un bébé sevré, trop tôt, ou un 7e fils, était également condamné à devenir un strigoi. Le même sort attendait les enfants nés dans la forêt ou maudits par une sage-femme. La maigreur, les cheveux roux, une calvitie partielle et une petite queue cachée sont autant de signes révélateurs des strigois. On croyait qu'ils pouvaient se transformer en animaux, mais pas en chauve-souris, plutôt en chat ou en chien, en taureau, en coq ou même en cafard. Une légende curieuse raconte que les strigois aiment se battre entre eux pour la domination. Un humain peut se joindre à leur combat et même gagner en usant de ruses comme en apportant un sabre au combat. Une striga est un vampire mort, souvent formé à partir d'un cadavre sur lequel un animal, comme un chat, un chien, une poule ou une souris, est passé. Les strigas peuvent aussi provenir de nourrissons non baptisés ou de ceux nés en secret et enterrés hors du cimetière. Ils se lèvent de leur tombe à minuit, errant, traînant parfois même leur cercueil derrière eux. Tout comme le upir slave, la goule, ils propagent le choléra et ruinent le bétail. Quand une striga retourne dans son ancienne maison, elle aspire d'abord l'âme de sa famille par les fenêtres, puis entre et boit leur sang avant de finalement dévorer leur cœur. Les corps des morts vivants roumains ne se décomposent pas. Une histoire roumaine décrit de manière vivante comment des villageois ont déterré un vieil homme devenu une striga. Il était assis en tailleur, rouge et satisfait, ayant dévoré presque tous ses parents. Pour empêcher un mort de se transformer en striga, de nombreuses méthodes étaient utilisées. Par exemple, on bouchait les narines et les oreilles du cadavre, et on collait ses paupières pour qu'il ne puisse ni voir ni entendre le diable. Les morts étaient souvent ligotés fermement,
et un pieu était enfoncé dans leur cœur. Si le défunt avait une mauvaise réputation au village, on pouvait lui couper la tête et la placer à ses pieds, juste au cas où. Les Roumains étaient si inventifs qu'ils ont même imaginé leur propre poudlard pour les vampires. Dans le Dracula de Bram Stoker, une école de magie appelée la Scholomance est mentionnée, cachée dans les montagnes au-dessus du lac d'Hermannstadt, dirigée par le diable lui-même qui prend chaque 10e élève en guise de paiement. Le comte Dracula y fut l'un des élèves, et il n'y avait aucune connaissance de son temps qu'il n'ait maîtrisé. Les diplômés de la Scholomance sont connus sous le nom de Solomonars, de puissants sorciers dans le folklore roumain. Ils chevauchent des dragons, contrôlent le temps, communiquent avec les esprits de la nature, comprennent le langage des animaux et des oiseaux, et lisent des livres anciens. Pourtant, l'attitude à leur égard est contradictoire. Ils ne sont pas tant mauvais que chaotiques. Les Solomonars peuvent provoquer des tempêtes ou les chasser, vivent selon leurs propres lois mystérieuses, méprisent la richesse et ressemblent à un ordre monastique. Mais il y a aussi un côté nettement sombre. Si les rites appropriés ne sont pas effectués sur un Solomonar décédé, il pourrait devenir une striga. Après tout cela, on pourrait croire que le chemin de Petar Blagojevich au Dracula que nous connaissons fut long, mais étonnamment, ce ne fut pas le cas. L'histoire du vampire a pris racine dans le terreau fertile du romantisme. Dès le XVIIIe siècle, Goethe écrivit le poème La fiancée de Corinthe, mêlant le thème du vampire à une histoire d'amour. Au début du XIXe siècle, Lord Byron devint le prototype du nouveau vampire, un aristocrate plein d'un égoïsme sombre et tourmenté. Fait intéressant, ce nouveau monstre littéraire est né le même jour et dans la même compagnie que le monstre de Frankenstein. En 1816, connu comme l'année sans été, Byron et plusieurs amis séjournaient dans une villa en Suisse. Le temps était exécrable, et Byron proposa que chacun écrive une histoire mystique. Ce jour-là, Mary Shelley commença son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne, tandis que Byron imaginait l'intrigue d'une histoire de vampire. Il abandonna plus tard l'idée, mais son médecin personnel, John Polidori, s'en souvint et publia 3 ans plus tard Le Vampire, dont le protagoniste était un véritable héros byronien et un précurseur de toutes les figures de morts-vivants romantiques. Le Dracula de Bram Stoker, publié 78 ans plus tard, a solidifié l'image du vampire en tant qu'aristocrate au secret terrifiant, supérieur aux mortels. Stoker a également utilisé un autre élément clé, bien qu'il ne l'ait pas inventé, la sexualisation du vampire. Peu de temps avant, la nouvelle gothique Carmilla avait été publiée, où une femme vampire séduit une jeune noble. À partir de ce moment, les vampires sont devenus des symboles d'une soif de pouvoir et de luxure sans limite, incarnant la décadence. En substance, ces créatures sont devenues la métaphore parfaite des pulsions sombres de l'aristocratie européenne, ce qui les a rendues si attrayantes pour les lecteurs. La métaphore des vampires au pouvoir peut sembler trop directe. Voltaire parlait des spéculateurs et des boursiers comme de vampires, et Marx écrivait sur la nature vampirique du capitalisme. Mais l'image du vampire a évolué avec la société, reflétant son époque. Par exemple, dans le film Dracula de 1931, Bela Lugosi ne mordait que le cou des femmes. Les scénaristes ont instinctivement compris le sous-texte sexuel et ont voulu le souligner. Plus tard, les vampires ont subi diverses transformations postmodernes. Il y a eu le vampire noir dans Blacula et d'innombrables parodies comme Vampire en toute intimité. Les thrillers ont cédé la place au drame amoureux allant de Twilight à Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Dans le roman Empire V de Victor Pelevin, le vampire est dépeint comme une symbiose entre une personne et une langue, une entité mystique qui confère à son hôte des super-pouvoirs, notamment la capacité de contrôler le glamour et le discours. Le caractère de chaque époque peut être compris en observant comment les vampires sont représentés au fil des décennies, ce qui rend le prochain remake de Nosferatu d'autant plus intrigant.
Stoker a eu beaucoup de chance avec le prototype de Dracula. Le souverain valaque Vlad Tepes, non sans raison, a gagné le surnom de l'Empaleur. C'était un chef brutal et vengeur, tristement célèbre pour ses exécutions macabres, et il était également chevalier du soi-disant Ordre du Dragon. Bien qu'il s'agisse simplement d'un ordre de chevalerie, pour un écrivain anglais comme Stoker, cela a dû paraître comme un mysticisme oriental exotique. Surtout si l'on considère que Stoker a découvert Szepes grâce à l'excentrique turcologue hongrois Armin van Berry, qui était secrètement un agent des services de renseignement britanniques. Et ce n'est pas tout, Szepes souffrait d'hémolacrie, une maladie qui fait littéralement pleurer des larmes de sang. Un tel personnage était une mine d'or pour tout conteur. Cependant, en réalité, Dracula n'était pas particulièrement exceptionnel par rapport aux autres souverains des Balkans de cette époque, où, comme le dit un personnage de Vampire en toute intimité, la vie était dure à l'époque. La cruauté du comte Dracula pâlit en comparaison des vampires de la vie réelle, les tueurs en série du XXe siècle qui buvaient le sang de leurs victimes. Par exemple, l'Américain Richard Chase croyait qu'il était malade et ne pouvait être guéri qu'en buvant du sang humain et en mangeant des organes d'animaux frais, un peu comme Renfield dans Dracula. Pendant ce temps, l'Allemand Fritz Haarmann, qui travaillait comme agent secret pour la police, utilisait sa position pour trouver des victimes. Il les emmenait chez lui, et quand elles baissèrent leur garde, il leur mordait la gorge jusqu'à la mort, tuant ainsi 27 personnes. Dans les cas de ces deux criminels, il y avait un aspect sexuel pervers dans leurs crimes. À une certaine époque, l'humanité utilisait les légendes de vampires pour apprivoiser son ombre collective, pour affronter, sublimer et même humaniser les pulsions violentes et sexuelles. Après tout, les films de vampires modernes sont souvent des drames sur les émotions humaines ou des comédies. Mais parfois, l'ombre refait surface. Stoker a écrit à propos de Dracula. Le vampire qui vit parmi nous est aussi fort que 20 hommes. Il est aidé par la nécromancie. Il est cruel, plus que cruel, c'est le diable lui-même, et il n'a pas de cœur. Mais peut-être parlait-il du monstre qui est en nous. L'humanité n'a pas encore apprivoisé le Dracula qui est en elle.